racaille quoi. Salut à toi investisseur, dans cette petite vidéo je vais te faire une réaction à chaud d'une vidéo de Victor Ferry. Victor Ferry, si tu connais pas, c'est un YouTuber qui à la base est plutôt développement personnel côté rhétorique, donc il va surtout analyser des débats, des rhétoriques. Il est beaucoup sur l'éloquence, il me manquait le mot. Et à côté de sa chaîne, il a créé une chaîne business et news. C'est son business, je m'en occupe pas trop. Et notre chat Victor, dans une de ses dernières vidéos, il te parle des dividendes et compare ça avec l'immobilier. Si tu me suis un peu, tu connais mon avis. La bourse, l'immobilier, ça n'a pas grand chose à voir. Je t'ai mis une vidéo qui est juste là, regarde-la, c'est pour ta culture, c'est intéressant. Victor, si tu m'écoutes, je te connais pas, tu m'as l'air d'être très sympathique, je me suis permis de réagir à ta vidéo. Je n'y vois aucune malignité, mon but c'est pas de défoncer quoi que ce soit, mais dans ton discours il y a des trucs qui vont pas, tu parles d'immobilier, loué à Paris, et si on est en province, on risque de pas louer, risque négatif, moi je fais que de la province, je te garantis que ça se loue très très bien et que je fais beaucoup plus d'argent que si j'étais en bourse. Allez, maintenant on arrête de discuter et place à l'action. Ok, donc nous voici devant la vidéo, on commence là tout de suite. Tu remarqueras que j'ai mis mon petit pull, c'est mon geste environnement, merci Bruno. Allez, c'est parti. Combien faut-il investir pour faire rentrer 1000 € de dividendes par mois? Eh bien, on va regarder ça ensemble, les amis. On va regarder ça ensemble. On va mettre des chiffres derrière cet objectif. Alors, une possibilité pour pouvoir atteindre ces 1000 € par mois en dividendes, ce serait par exemple d'investir 150 000 balles dans une boîte comme ça, dans une boîte comme Altria. Et donc, Altria, qu'est-ce que c'est? Ce n'est autre que... Alors, 150 000 balles. Le jour où tu as 150 000 balles, à mon avis, si tu as 150 000 balles, à mon avis, ce ne sera pas issu de ton salariat, à moins que tu sois... non, ce ne sera pas issu de ton salariat. Donc, le jour où tu as 150 000 balles, tu as le capital, donc tu peux déjà faire quelques investissements à titre d'information. En mettant 10% d'apport, 150 000 balles, c'est 1,5 million d'immobilier. Donc, tu as déjà de quoi dégager largement plus de 1000 balles. Le plus grand fabricant de cigarettes, qui s'est également diversifié dans la bière et qui s'est également plus récemment diversifié dans le cannabis. Alors évidemment, moi c'est pas une entreprise dans laquelle j'investis, c'est pas un secteur dans lequel je pense qu'il y a énormément d'avenir, mais si je mentionne cette entreprise-là, c'est parce que ça fait partie des entreprises, si vous voulez, les moins délirantes avec un haut rendement. Donc vous avez un rendement, vous voyez, qui est à 7,93 et donc vous pouvez faire le calcul. Si vous mettez 150 000 balles là-dedans, vous arrivez à peu près à 12 000 € de dividendes par an. Donc évidemment, je vous conseille pas de faire ça, je vous conseille pas de faire all-in sur un stock, enfin sur une action, mais ça vous donne... Alors, première chose, 150 000 balles, bon, très bien. Ensuite, tu vas avoir les dividendes, tu vas avoir 12 000 balles, donc 1000 balles par mois. Tu vas les avoir en une seule fois. Donc, ça va être une rente, disons, oui et non, parce que ce sera pas mensuel, ce sera une rente annuelle. Ça peut être important parce que suivant comment tu t'organises, tu peux avoir des sorties d'argent qui sont imprévues et pas pouvoir les provisionner comme tu voudrais. Donne un petit peu une idée. Alors moi, dans mon portefeuille, le maximum de rendement que je m'autorise, c'est aux alentours de 5-6%. Donc comment est-ce qu'on peut atteindre 5-6%? Deuxième chose, alors ça aussi, ça me dérange un peu ça. 5-6%. Je pense que Victor, quand il dit ça, il est en train de dire que pour contenir son risque, il veut pas avoir une rentabilité très élevée. Alors ça, c'est bien, mais c'est complètement faux en fait. C'est une approche qui n'est pas du tout une approche business ou une approche investisseur. En fait, il y a une manière toute simple de le démontrer. Il y a un style d'investissement en bourse qui s'appelle le value investing. C'est l'approche que Buffett avait quand il a commencé. Le value investing, c'est de valoriser une société donc cotée en regardant le livre, donc bilan actif passif, tu regardes combien elle vaut, tu la valorises, et tu regardes la valorisation de la capitalisation boursière. Quand tu regardes la valorisation de la société est supérieure à celle de la capitalisation boursière, tu fais une affaire, donc tu achètes le nombre de parts et avec le temps ça va se redresser. L'intérêt de cette approche, c'est qu'avec le temps ça va se redresser et aussi que tu auras un dividende qui normalement sera supérieur à la moyenne. De rendement. Alors, vous avez, moi, il y a deux positions dans mon portefeuille il y en a trois, mais on va se focaliser sur deux positions dans mon portefeuille qui me permettent d'avoir ce rendement. Vous avez cet ETF. Donc ça, c'est un ETF de iShares qui investit dans des boîtes européennes qui versent de hauts dividendes. Donc, vous voyez, c'est des boîtes qui sont, c'est des boîtes qui sont bien installées, mais qui n'ont pas vraiment le vent en poupe. Des boîtes comme AXA, comme Crédit Agricole, comme Orange. Vous voyez qu'ils ont encore EDF, mais ça, a priori, ça va être remplacé par une autre entreprise parce que EDF n'est plus public. EDF a été nationalisé par le... Ouais, les ETF, alors ça, j'en étais certain. Alors, l'approche ETF, moi, je suis pas contre, hein, au contraire, moi, ça me plaît bien. Maintenant, l'approche ETF, c'est l'approche feignant.
Et c'est ok, hein, moi je suis un gros feignant, hein. L'approche ETF, c'est l'approche feignant, c'est l'approche quand tu ne veux pas plonger toi-même dans le truc. Donc déjà, l'approche feignant, c'est que tu veux pas y consacrer du temps. Sauf que l'approche feignant dans l'immobilier, tu as la même chose, ça s'appelle les SCPI. Tu as beaucoup moins de risques et tu achètes un truc, tu peux le faire à levier, donc c'est encore mieux, et ça te prend pas de temps. Voilà. Le gouvernement français, donc ça devrait sortir de cet indice et être remplacé par autre chose. Vous voyez, vous avez Proximus, donc ça c'est les télécoms, vous avez des Allianz. Allianz c'est pas mal par contre, on avait regardé une fois, c'est une boîte qui est pas mal. Enfin bref, vous avez des grosses boîtes bien installées, et donc quand vous investissez dans un ETF de ce genre-là, vous voyez qu'en ce moment vous avez un rendement qui est assez élevé. Où est le rendement? Le rendement est ici, vous avez un rendement à 5,70. Et donc avec un rendement à 5,70, il faut investir quelque chose comme 210 000 ou 220 000 euros. Ouais, les mêmes problèmes qu'avant, quoi. 150 000, tes 200 plaques et tu les sors d'où, quoi. Moi, je sais que les 200 plaques, je les ai, alors sont immobilisées dans l'immobilier, c'est dans des appartements, mais ça m'a pris 8 ans à les faire, quoi. Alors ça m'a pris 8 ans à faire de manière passive, j'ai rien fait, les locataires ont tout payé pour moi, mais ça m'a pris 8 ans, ça prend du temps. Si tu as un business, à mon avis, tu sais comment, enfin tu t'intéresses déjà un petit peu à comment investir. Et moi je l'ai vu, hein, parce que j'ai parlé pas mal d'économistes, dont un qui est assez connu, qui est Olivier de la Marche. Ça c'est un témoignage qui m'a dit, les gens qui font de la bourse sont des gens qui ont déjà de l'argent. Donc si tu n'as pas d'argent, ne commence pas par la bourse. Il faut capitaliser. Donc il faut faire du levier par le crédit, du levier en ayant des salariés, parce que tu achètes le temps des autres et tu le revends, des choses comme ça. Mais la bourse, t'as pas t'as pas de levier directement. En tout cas pas si tu achètes avec un fort effet de levier sur la bourse, quoi. Dans un ETF de ce genre-là pour avoir vos 12 000 euros par an et donc vos 1 000 euros par mois. Alors une autre manière dont je peux investir pour obtenir ces 5-6% par an de rendement, c'est dans cette entreprise que j'aime pas mal, cette entreprise qui s'appelle Store Capital, donc qui a un rendement à l'heure actuelle de 5,27%. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis un Real Estate Investment Trust, donc c'est l'équivalent d'une foncière, on dit foncière en français, et donc c'est une entreprise, quand vous investissez là-dedans, vous investissez dans une boîte qui possède près de 3000 entreprises, enfin qui possède près de 3000 bâtiments qu'elle loue, elle possède 3000 propriétés et elle a un taux d'occupation de 99,5%. Donc ça veut dire que c'est une entreprise qui a plein de bâtiments. Donc ils vous disent un petit peu dans quel secteur ils ont les restaurants, ils ont des crèches, ils ont de la fabrication de métal, de la réparation automobile, ils ont des clubs de sport. Donc voilà, ils ont tout un tas de choses différentes dans leur portefeuille. Quand vous investissez là-dedans, vous mettez 28 euros, c'est à peu près 28 euros une part de ça, vous avez un rendement qui est intéressant et vous êtes immédiatement diversifié dans plein de... Alors, plusieurs choses. Déjà, les SIIC. Alors ça, je m'étais intéressé à ça. C'est effectivement intéressant quand tu veux faire travailler ton épargne. Ça peut avoir du sens. Alors, pour ta culture, SIIC, c'est les REIT, Real Estate Investment Trust. SIIC, c'est en français, ça veut dire Société Immobilière d'Investissement Cotée ou Société d'Investissement Immobilière Cotée. Le principe est simple, c'est des sociétés qui détiennent un parc immobilier. Donc généralement, c'est des bureaux, c'est des commerces. Pourquoi? Parce que les bureaux et les commerces, il y a très peu d'entretien. L'entretien, c'est le locataire qui s'en occupe. La spécificité de ces sociétés-là, c'est dans les statuts, c'est des sociétés qui ne payent pas d'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce qu'elles sont obligées, normalement, de verser, je crois que c'est minimum 75% de leurs résultats. Donc ça veut dire que techniquement, si tu investis dans ces sociétés, tu peux avoir des rentes régulières. Alors tu as des sociétés qui sont canadiennes, qui ont des rendements qui sont 10%, hein, et je connais pas le truc, mais j'ai l'impression que le risque est assez limité. Donc oui, effectivement, ça c'est si tu veux dégager de la rente, c'est très bien. Deuxième chose, Victor nous parle de diversification. Alors, la société est diversifiée, elle a 3000 actifs. Toi, tu as acheté une société, tu n'es pas diversifié. La société est diversifiée, donc elle a 3000 actifs, mais elle a une vision, un management, une stratégie. Toi, tu achètes la société, donc c'est ça que tu achètes, la vision, le management, la stratégie, donc tu n'es pas diversifié. Si tu voudrais vraiment être diversifié, il faut acheter plusieurs foncières cotées. Et le dernier point, non, je m'excuse, le dernier truc, diversifié. Alors ça, c'est un truc, on parle souvent de diversification. Je recommande pas de se diversifier, moi. Moi, je recommande au contraire de te spécialiser. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut te spécialiser dans un secteur. En te spécialisant dans son secteur, tu vas lever des lèvres, tu vas répondre à d'autres problématiques et tu verras que la plupart des gens qui disent il faut pas se spécialiser parce que si ça se casse la gueule, tu vas souffrir. Alors, il faut contextualiser. Moi, je fais uniquement de l'immobilier en investissement. J'ai plus d'une vingtaine d'appartements. Je peux te garantir que le jour où mes 20 locataires se cassent,
c'est qu'il y aura quelque chose. Mais à ce moment-là, ce sera plus le locataire mon problème. J'aurai un problème plus gros, sous-entendu. Dans plein de propriétés. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme investissement. Ça fait partie des entreprises dans lesquelles j'investis en ce moment. Et en fait, donc quand vous vous dites comme ça, oui d'accord, mais pour avoir un rendement de à peu près 12 000 euros par an, il faut investir quelque chose comme 220 000 balles, c'est important. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant de comparer Toujours pareil, 220 000 balles. Où tu trouves tes 220 000 balles. La problématique de la plupart des gens, c'est justement de capitaliser et ou avoir de la rente. Le problème, c'est que en bourse, tu peux faire du levier, mais tu ne fais jamais ça de ta vie. Moi, je peux t'en parler, j'ai perdu beaucoup de fric là-dessus. L'immobilier, au contraire, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Maintenant, pour répondre 220 000 balles, comment tu les trouves les 220 000 balles? Si tu as 220 000 balles, c'est que tu as déjà fait de l'immobilier, que tu as revendu des biens, ou alors que tu as monté un business. la stratégie d'investissement dans les dividendes avec l'immobilier. Parce que quand vous vous dites, oui, 220 000 euros pour pouvoir dégager quelque chose comme 1 000 euros par mois en dividendes, c'est quand même important. Comparé avec l'immobilier, regardez le prix d'un studio à Paris. Donc un studio à Paris, bah voilà, vous avez, ça c'est quoi? C'est dans le 13e, vous allez être vers 200 000 euros. 17 mètres carrés, vous allez louer combien? Vous allez louer combien? Un studio de 17 mètres carrés près de Tolbiac. Bah j'imagine que c'est quelque chose, au max, vous allez être capable de le louer, je sais pas moi. Alors, autre chose. Là, Victor, si tu nous écoutes, il n'y a pas que le marché parisien. Le marché parisien, c'est une chose, mais 200 000 balles, moi, je peux t'avoir 2 immeubles. Ouais, 2 immeubles, je peux t'avoir au moins 8 appartes. Notamment, je parle d'une affaire que j'ai pu faire dernièrement, donc très rapidement, 83 000 balles dans une petite ville à 45 minutes de Lyon. 4 studios. Alors, il y a du job. Il y a les communs qui sont à refaire, il y a un studio qui est retapé, et sur les 4, il y en a 3 qui sont sous-loués à 200 balles. Oui. Là, tout de suite, ça me demande un petit peu d'engagement, il faut y aller, il faut surveiller les travaux, il faut budgéter tout ça. Mais à terme, les locataires seront dégagés, je vais rehausser les loyers, et les 1000 balles, je les casse en deux. J'ai quoi? J'ai 110 000 euros de crédit à terme, ce qui devrait me faire 700 balles de mensualité de crédit. 4 studios loués 400 balles, ça fait 1006, je suis à 900 balles. Il me reste, j'ai pas de charge de copropriété et il me reste la taxe foncière à déduire, donc je devrais être à 800 euros pour un truc qui me prend pas de temps. Les locataires ne vont pas m'appeler pour la plomberie parce qu'il y a une fuite d'eau ou quoi que ce soit, parce que je gère mes travaux et que je fais pas ça n'importe comment aussi. Mais comme il faut s'y connaître un petit peu en immobilier, mais il faut aussi s'y connaître un petit peu en bourse. 750 balles, 800 balles. Voilà. Et si vous voulez quelque chose qui a un peu de cachet, bah vous allez devoir. Guy Moquet, c'est vraiment un quartier qui est pas ouf, quoi. Guy Moquet, La Fourche, vous êtes vraiment juste à côté du périph. Là, c'est quoi? Montorgueil, Saint-Denis, Paris 2e. Donc là, on est sur un coin qui est intéressant. Mais regardez la tête du studio, quoi. Vous êtes vraiment sur un. C'est ouf. 400 000 balles. Vous mettez 400 000 balles et vous avez un truc qui est sous les toits, qui doit être absolument épouvantable. Alors, oui. Là, notre cher Victor soulève un point qui est important. Effectivement, 200 000 balles. Alors, je ne connais absolument pas le quartier Guy Moquet, etc. Tu peux avoir le périph' à côté. Il n'empêche que ça se valorise. Et que des fois, il vaut mieux acheter un bien où tu as le périph' à côté et faire un petit peu, voilà, faire un petit peu des sacrifices, mais acheter quelque chose plutôt que de ne rien acheter du tout ou attendre l'opportunité. Autre chose, les gros appartements, là, alors 400 000, là, j'en vois 2 à 400 000, c'est pas forcément accessible au premier investisseur. 400 000 balles, alors avec les nouveaux taux, je sais pas, mais dernièrement, c'est 2 000 euros de mensualité de crédit. Je suis pas sûr qu'un appartement de 25 mètres carrés ou 20 mètres carrés, quand bien même tu seras à Paris, tu puisses le louer 2 000 euros. Donc ça veut dire qu'il va falloir mettre de l'apport ou sortir d'un billet tous les mois. On était 400 000 balles, 25 mètres carrés, voilà, 230 000 balles, là vous êtes où? Vous êtes Clignancourt, Jules Geoffrin, Cimer, enfin voilà, vous voyez un petit peu le délire. Quand vous investissez dans l'immobilier, c'est directement des montants qui sont très importants. 600 000 balles, pourquoi pas. Après c'est sympa, terrasse, ascenseur. Alors, c'est des montants qui sont très importants, oui. Maintenant, c'est pas toi qui payes, c'est le locataire. C'est remboursé, tu rembourses des petites tranches tous les mois, donc ton risque est relativement contenu et lissé sur toute la durée du crédit. Et surtout, si tu es intelligent, tu achètes bien et donc les locataires payent une part très importante en fait. Sur 1000 balles, ton crédit peut être de 500 euros. Si tu as 4 locataires, ton risque est beaucoup plus diversifié. Ça, c'est quelque chose qu'il faut énormément prendre en compte aussi au niveau du risque. Vous êtes Auteuil Sud, Paris 16e, donc j'imagine que c'est assez sympa. Est-ce que c'est coquet? Ouais, vous avez une petite vue et tout. Pas mal. Voilà, c'est sympa, 600 000 balles. Donc vous voyez l'idée. Quand vous allez, si vous faites le pari de l'immobilier, après j'imagine, hein, vous pouvez faire des choses qui sont un peu plus risquées. Vous pouvez décider d'aller dans des petites villes en espérant trouver un rendement meilleur, etc. Mais est-ce que vous allez le louer? Est-ce que vous allez pas
Oui. Clairement, là, on est dans le domaine de la croyance limitante. Je peux en parler parce que c'est des trucs. Moi, je le sais quand je mets un appartement en location, et c'est un truc qui vient tout seul, mais on est tout le temps en train de combattre ces peurs, hein. Bref, oui, c'est pas parce que tu es en province que tu loues très mal, ou que tu loueras pas. Tu as des coins en petite campagne qui sont extrêmement recherchés. Pourquoi? Parce que tu as du cachet, tu as le charme de la campagne, des petites villes. T'es en campagne, tout simplement. Donc tu peux avoir des vues sur des plaines, sur la forêt, et ça, il y a des gens qui adorent ça et qui sont très demandeurs de ça. Donc c'est pas parce que l'argument province n'est absolument pas un argument. Autre chose, il y a un truc qui est sorti dernièrement qu'on appelle les études de marché. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste à mettre une annonce sur le bon coin, quelques photos, un petit texte qui explique les prestations. En général, moi je fais ça dans le coin que je connais pas, et si j'ai des réponses rapidement, je sais que je peux y aller parce que j'ai de la demande, quoi. Parvenir à le louer? Et est-ce que votre capital va s'apprécier? C'est pour ça que je parle de Paris, parce que Paris, vous avez quand même Alors oui, effectivement, le capital va s'apprécier. Alors ça, oui, ça, il faut être honnête, ça c'est moi où j'investis. En tout cas, quand j'avais investi, je visais pas la prise de capital, je visais la rente. Maintenant, le Covid a passé et ça a pris du capital. Bon, tant mieux, hein, c'est tant mieux pour moi. Maintenant, il y a autre chose aussi, ce dont notre cher Victor ne parle pas. Paris, là, on est le 24/11/2022. Paris a perdu 7%, hein, depuis le début de l'année. Les taux se resserrent, euh, ils vont augmenter. Donc là, Paris va prendre très, très cher. Donc, sur du long terme, à 10, 20 ans, au moins 10, 5 ans, 5 ans, non, moi je vise pas, acheter à Paris, mais pour revendre dans 10 ans. Là, oui, effectivement, vous devriez avoir une prise de valeur. la perspective que votre capital va s'apprécier. Mais c'est pas de l'investissement passif. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit quand on compare l'immobilier et l'investissement dans les dividendes. C'est d'une part que l'immobilier, c'est pas du tout passif, parce que voilà, il faut. Non, c'est faux ça. Ça c'est faux, mais ça c'est un truc. À écouter Victor, il fait pas d'immobilier, il n'a pas acheté d'appartement, il n'est pas bailleur, donc il vous donne son avis, mais il n'a pas pratiqué l'immobilier. Moi, je sais, j'ai plus d'une vingtaine d'appartements, j'ai 3 immeubles. Je peux vous garantir que non, à 20 appartements, je passe pas mes journées à me palucher parce que j'ai d'autres activités et que j'aime pas me palucher, mais ça me prend pas de temps, non. Alors effectivement, ce qui peut prendre du temps, c'est des départs de locataires. Donc il faut faire l'état des lieux. Il peut y avoir un coup de rafraîchissement, donc ça appelait des artisans, c'est un petit peu de gestion. Mais non, c'est pas vrai, ça prend pas de temps. Beaucoup de grosses fortunes se sont construites sur l'immobilier. Et quand bien même ça prend du temps, l'immobilier, c'est pas que les logements. Vous avez les bureaux, vous avez les commerces, vous avez tout un tas d'immobilier. Et ces actifs-là ne prennent pas de temps, puisque tout ce qui est dégâts des eaux et problèmes liés aux biens, c'est le locataire qui est censé s'en occuper. Il faut trouver des locataires, il faut faire bien attention à entretenir votre bâtiment, vous êtes responsable quand quelque chose se passe, donc il faut intervenir, il faut envoyer quelqu'un, etc. Et quand vous mettez en gestion, c'est même pas vraiment passif, quoi. Quand vous mettez en gestion, ça veut dire que vous avez des gens qui vont vous prendre 10% de votre loyer tous les mois. Alors la gestion, je connais pas trop, moi je le fais pas. D'ailleurs je le fais pas, c'est un bon indicateur parce que je m'occupe de tous mes lots et ça me prend pas beaucoup de temps. Bon, donc encore une fois, ça rejoint mon truc. Déjà, alors pour ce que prennent les agences de gestion locative, on sera entre 4 et 7%. 4%, si tu arrives avec 40 lots à une agence de gestion locative, si tu as 40 lots, tu négocies 4%, pas plus. Autre chose, les agences de gestion locative, c'est dédié à principalement 2 types de clientèle. Effectivement, les gens qui ne veulent jamais voir leur locataire, mais qui font quand même de l'immobilier, c'est bizarre, parce qu'ils ont compris le truc. Soit les gens qui ne sont pas sur place. Donc, si tu habites au Nord-Pas-de-Calais et que tu as un immeuble à Marseille, effectivement, là, la gestion locative, ça peut avoir du sens. Maintenant, est-ce que ça prend du temps? Si tu as bien fait tes travaux, non. Si tu as mal fait tes travaux, oui. Oui. Mais l'immobilier, ça mobilise des connaissances. Et si tu investis en bourse sans avoir de connaissances, c'est comme dans l'immobilier, tu vas te planter. Mais s'il y a un problème, ils vont quand même vous appeler. Ils vont quand même vous dire, voilà, votre locataire m'a appelé pour vous me dire qu'il y avait un problème, il faut qu'on investisse tant, etc., pour réparer, etc. Donc voilà, c'est l'investissement immobilier, c'est un gouffre, ça peut être un gouffre financier. Alors ça c'est vrai.
C'est comme ça qu'on limite son risque. Effectivement, si tu as qu'un livret A d'épargne, n'achète pas un immeuble à 400 000 balles. Parce que tu risques tu risques de griller ton livret A. Mais ça, après, c'est de la gestion du risque. C'est pareil. Si tu as 20 000 balles, n'investis pas la totalité en bourse. C'est imbécile de faire ça. Voilà, ça, c'est de la gestion du risque, en fait. Si tu n'as pas d'épargne, tu commences petit. Tu commences par un studio. Si tu as peur d'avoir de la vacance locative et de ne pas avoir le bon locataire, tu prends un studio qui est déjà loué, donc rénové à bon état. Tu as juste occupé à lui filer ton RIB et l'argent tombe tous les mois. Ça peut être très bien pour commencer comme ça. Et ça peut être quelque chose également qui vous prend le chaud, quoi. Alors que quand vous investissez dans une boîte comme ça, bah voilà, vous êtes dans une boîte qui vous verse un dividende régulier. Voilà, c'est un dividende qu'ils ont augmenté régulièrement au cours des dernières années. Et quand vous investissez là-dedans, vous êtes très diversifié. Oui, mais là, il y a des trucs, c'est pas d'écart, quoi. Déjà, le dividende augmente toutes les années. Dans l'immobilier aussi, les loyers peuvent être augmentés toutes les années. Tu as un truc qu'on appelle l'IRL, c'est l'indice de référence des loyers. Quand tu rédiges un bail, tu es censé mettre un indice qui est trimestriel et tu revalorises le loyer tous les ans. En tout cas, tu peux le faire. Deuxième chose, le jour où ta foncière côté, la store machin là, veut pas te verser de dividende, elle a le droit de pas le faire. Elle peut avoir des raisons de pas le faire. Toi, tu as investi, t'as pas de truc, t'as pas de dividende, donc t'es coton, t'es marron, c'est fini. Je te disais que tu touches un dividende par an. Je sais pas, peut-être, je sais qu'il y a beaucoup de sociétés qui versent le dividende annuellement. Si elle a la décision de ne pas verser le dividende qu'elle verse de manière annuelle, tes 12 000 balles, c'est comme ça. Si ta foncière cotée verse tous les mois un dividende et qu'elle en fait sauter un, alors à mon avis c'est pas probable, tu passes à côté de un seul dividende sur un mois. Maintenant dans l'immobilier ça n'existe pas. Ton locataire paye son loyer. Tu trouveras ton argent sur ton compte, ou alors, normalement tu trouveras ton argent sur ton compte, ou alors c'est un mauvais payeur. Voilà. C'est pas comme mettre 200 000 balles dans un studio, je sais pas moi, Porte de Saint-Ouen, Saint-Denis, t'inquiète, ça va monter avec les Jeux Olympiques, etc. Enfin, c'est beaucoup moins risqué. Vous êtes immédiatement extrêmement diversifié. Et puis, Non, c'est pas plus risqué. C'est pas plus risqué. Tu n'as aucun contrôle sur le business. Tu n'as aucun contrôle sur le locataire. Le marché immobilier dans lequel les foncières cotées investissent, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas du tout comment fonctionne le business de l'immobilier aux États-Unis. Typiquement, là, on est sur des REIT, donc tu es sur des prêts à taux variables. C'est extrêmement important, surtout dans la période où on arrive, où les taux sont en train de remonter. Là, aux États-Unis, je crois qu'on a pris 2,5 points. Tu as des gens qui commencent à faire faillite, des bailleurs qui ne peuvent plus payer leur mensualité de crédit parce que les mensualités ont augmenté, parce que les taux ont bougé. Donc non, ça c'est une connerie. Ne faites pas ça, les amis. Store Capital ne m'appelle pas si il y a des toilettes qui fuient. Store Capital ne m'appelle pas si le locataire veut pas payer le loyer ou je sais pas quoi. Voilà, c'est Ouais, alors Store Capital t'appellera pas non plus quand tu auras une chute de l'action. Store Capital ne t'appellera pas non plus quand ils feront faillite, comme je viens de le dire, parce que la hausse des taux a été faite. T'as des sociétés qui ont été plombées comme ça, hein. Et ensuite, comme je te le disais, tu as dans l'immobilier tout ce qui est commerce, bureau, où les locataires ne t'appellent pas, puisque c'est eux qui sont chargés de l'entretien. là, c'est vraiment passif, si vous voulez. C'est vraiment complètement passif. Et là, je parle de Store Capital, mais voilà, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous investissez en bourse qui vous verse un dividende, là, c'est vraiment du revenu passif. Donc, il faut regarder ça. A priori, quand vous êtes dans la bourse et que vous visez la bourse avec du rendement, vous n'avez pas de problème de capital de départ. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas à mettre directement un gros paquet d'argent sur la table. Vous pouvez y aller petit à petit, vous pouvez y aller progressivement. Ensuite, ce qui est intéressant, Alors non, pas du tout. Alors, pour vous en convaincre, je vous ai mis un petit peu l'offre de prêt qui a été faite pour la dernière offre, le bien que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, l'opération est à 115 000. Le bien, il m'a coûté 83 000. Le montant est à financer est à 103 000, donc il y a 20 000 de travaux. C'est sur 15 ans, le taux est à 1,05. L'apport personnel, il est là, 12 000 balles. C'est-à-dire qu'à 12 000 balles, donc un peu plus que la moitié d'un livret A, je fais l'acquisition de 4 studios. Alors, toujours pareil, il y a du boulot. Mais quand tu investis en bourse, il faut aussi t'intéresser à la société dans laquelle tu investis. Donc, il y aura aussi du travail. Donc, quand on me dit en bourse, on peut faire beaucoup d'argent, c'est vrai, mais tu ne peux pas mettre aussi peu d'apports, avoir autant de leviers et limiter autant les risques.
Ou alors, tu es un insider, tu es dans le truc et tu connais les informations avant tout le monde. Tu es un initié, quoi. Hein. Alors, pour vous dire un petit peu le truc, là, j'ai 115 000 de crédit. Les mensualités, j'ai 722. 4 studios. Là, il y en a 3 qui sont loués donc à 200 balles, donc ils sont sous-loués. Donc déjà, je dégage 600. L'autre, le dernier que j'ai fini de retaper, il va faire 400 balles, donc je suis à 1000 balles. Là, je dégage 250 balles. Le but, c'est à terme de vider tous les locataires et de les tous à 400. Ça fait 4 x 4, 16. 1006. Mes 1000 balles de cash flow, je les ai. C'est que vous pouvez vous diversifier beaucoup plus facilement. Vous pouvez vous diversifier beaucoup plus facilement en investissant dans tout un paquet d'entreprises, dans plein de secteurs différents, dans plein de zones géographiques différentes. C'est vraiment passif, dans le sens où une fois que vous avez acheté une entreprise, vous n'avez pas à vous demander, oui, mais enfin voilà, ils vont pas vous demander de travailler pour que vous puissiez collecter. En fait, je pense que Victor confond le fait d'être passif et le fait de ne pas avoir de contrôle. Alors ça, c'est extrêmement dangereux. Hein. C'est pas parce que c'est passif. En général, là où c'est passif, vous n'avez pas de contrôle. Et le contrôle, en général, c'est qu'il est quelque part. Si c'est pas vous qui l'avez, il a été délégué. Et là, tu peux avoir des histoires de conflits d'intérêts. Enfin, pour faire court, plus tu as de contrôle sur ton business, et ça prend pas forcément plus de temps, plus tu as de contrôle sur ton business, plus tu maîtrises tes dépenses, et plus tu maîtrises tes risques, et donc ta rentabilité. Vos dividendes. Et puis quand on compare avec l'immobilier, j'imagine que pour pouvoir choper ces 1000 euros de loyer, si vous voulez choper 1000 euros de loyer, il faut quand même aller dans quelque chose qui est voilà Paris Saint-Michel, j'imagine qu'un petit studio comme ça doit coûter bonbon. Que si vous voulez faire vos 1000 euros par mois dans l'investissement locatif, il faut mettre minimum, je pense, 300 000, 350 000 sur la table. Voilà, donc comme ça vous donne un peu une... Ça dépend d'où tu investis. Non, ça dépend d'où tu investis. En plus, il faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Si tu fais 1000 euros de loyer par mois, tu auras toujours la banque à payer, ton crédit. Tu auras des charges de copropriété de la taxe foncière. Donc, si tu veux faire 1000 euros de cash flow, il faudra avoir plus que 1000 euros de loyer par mois. Donc, il y a un peu de confusion, j'ai l'impression là. Une idée de ce par quoi il faut en passer. Si vous voulez faire vos 12 000 euros par an en dividende, donc 1000 euros par mois, il faut mettre au minimum quelque chose comme 220 000 euros sur la table. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez le faire petit à petit. Et l'effort ne va pas vous paraître énorme, d'autant plus que ce qui se passe... Comme dans l'immobilier. Tu peux aller petit à petit, tu limites ton risque. Moi, l'affaire dont j'ai parlé, c'est 12 000 balles sur le livret A. À terme, tu rentres, allez, on va dire que tu rentres 250 balles, ça te fait 3 000 balles à l'année. Si t'as mis si on part du principe que tu avais un livret, donc c'est 20 000 balles, tu as mis 12 000, il te reste 8 000. Je suis en train de faire le calcul. En gros, en 6 ans, l'apport est remboursé dans l'hypothèse où les locataires ne sont pas partis avant. Le jour où tu feras 1000 euros de cash flow par mois, il te faut 12 mois pour rembourser l'apport que tu as mis en fait. C'est ça qui est génial quand vous investissez en bourse, c'est que votre portefeuille commence à travailler pour vous. C'est-à-dire que votre portefeuille vous aide à atteindre plus rapidement votre objectif parce que vous allez réinvestir les dividendes, parce que votre capital va s'apprécier et parce que les dividendes vont augmenter. Les dividendes vont augmenter au fur et à mesure, ce qui va faire que vous aurez à mettre finalement moins de 220 000 euros de votre poche pour pouvoir atteindre ces fameux 1000 euros par mois en dividendes. Alors vous savez que c'est... Non. Non, moins de 220 000 balles par mois, non, parce que tu parlais d'investir progressivement. Si tu pars du principe que la bourse ne fait qu'augmenter, tu vas mettre plus de 220 000 balles. Au contraire, il va falloir investir 220 000 balles d'un coup, parce que la bourse va monter. Donc si tu vas à coup de 5 000 balles, l'action va augmenter et donc à chaque fois, il faudra que tu mettes plus. Voilà. Alors tu auras par contre la valorisation du capital. Sur tes premiers DCA, quoi, sur tes premiers achats, oui. L'optique que j'ai sur cette chaîne, et donc vous voyez qu'aujourd'hui je me suis acheté une part de Store Capital, et voilà, si vous voulez, c'est un tout petit pas vers la liberté financière, mais le fait de prendre le temps d'investir régulièrement, le fait de prendre le temps d'épargner régulièrement, bah voilà, je me dis à chaque fois que j'investis, bon... Oui, mais voilà, tu veux que ce soit passif, mais là tu parles de prendre du temps d'investir. Enfin, il y a quelque chose de paradoxal. Si tu veux... Puis après, c'est pareil. Le jour où tu investis 200 000 balles en bourse, si tu veux, il y a des échelles, il y a des niveaux. Quand tu investis 20 balles en bourse, moi je l'ai fait, je regarde pas, quoi. Je regarde pas, je mets mes 20 balles, c'est terminé, quoi. Je ne regarde plus. Le jour où je mets 2000 balles, je commence à regarder un petit peu la société. Le jour où je mets 20 000 balles,
Je commence à regarder un petit peu plus les bilans, je commence à m'intéresser à la société, le management, quelle est leur vision, quels sont leurs produits, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Le jour où je mets 200 000 balles, mon gars, alors déjà, le jour où je mets 200 000 balles, j'aurai un paquet d'immobilier, j'aurai quelques sociétés et j'aurai de l'argent à perdre. Et surtout, j'ai perdu ce que je voulais dire, donc on va continuer. Mais c'est pas ça qui va changer les choses, etc. Mais petit à petit, vous allez voir la quantité de dividendes que ce portefeuille parvient à générer augmenter. Vous allez voir, vous, de votre côté, vos portefeuilles qui vont générer de plus en plus de dividendes, et chaque petit geste compte. Ouais, mais enfin, c'est décourageant, quoi. Enfin, moi, je vois le jour où tu mets 200 000 balles, 200 000 balles, tu vas progressivement aussi dans l'immobilier. Mais à terme, si tu mets 200 000 balles d'apport, c'est 2 millions de projets immobiliers, quoi. 2 millions de projets immobiliers, c'est pas 1000 balles que tu sors, hein, mon gars. Je te garantis, hein, c'est beaucoup plus que ça, hein. Tu sors les 4000. Ouais, tu sors les 4000 facilement. Franchement, tu sors les 4000 facilement. J'ai même vu dernièrement un projet. Alors attends, à 500 000, on sortait 5000. 500 000 balles, donc à 2 millions, tu fais x4, tu sors 20 000 balles. Alors c'est un projet je te parle d'un projet extrêmement rentable. C'est pas du passif, par contre, il y a beaucoup de travaux, la mise en place est assez rude. Tu as de la charpente, tu as des communs, tu as une réhabilitation complète puisque c'était un ancien squat. D'accord, mais l'affaire est extrêmement rentable. Mais pas tous les profils vont y aller dessus, hein, ça c'est clair. C'est plus le profil investisseur avancé, marchand de biens, voire promoteur. Parce qu'il faut s'y connaître en rénovation, il faut savoir quoi faire, etc., quoi. Chaque euro que vous êtes capable d'épargner, chaque euro que vous êtes capable d'investir, eh bien, c'est ce qui fait que la boule de neige va grandir et que finalement, pour arriver à 1000 euros par mois en revenus passifs, ce sera, je pense, une bien moins grande prise de tête que quand on investit dans l'immobilier. Et si vous êtes capable de garder le rythme, si vous êtes capable de travailler sur votre tempérament, vous allez atteindre cet objectif petit à petit. Ouais, mais non, je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord. Ça, c'est un truc. Mais c'est là qu'on voit les gens qui ont investi dans l'immobilier et qui font YouTube, et les gens qui font YouTube et qui parlent de l'immobilier. Ça n'a rien à voir. Enfin, il faut acheter de l'immobilier. Il faut acheter de l'immobilier et voir comment ça se passe. Moi, j'ai une de mes proches qui a acheté un appartement, un studio à Lyon. C'est moi qui me suis occupé de la mise en location. Ça m'a pris 2 heures. C'est le bout du monde sur toute l'année. L'argent rentre tout le temps et on s'en occupe pas. C'est terminé, c'est bouclé. Ça travaille autant qu'à livret A. Donc non, c'est entièrement passif. Faut arrêter de sortir des âneries pareilles. Alors bien sûr, je ne veux pas que vous reteniez de cette vidéo qu'il faut faire all-in sur une entreprise ou sur un ETF qui est à 5-6%. Pas du tout. Moi, vous savez que j'ai un portefeuille qui est assez diversifié. Et d'ailleurs, juste après avoir acheté Store Capital, j'ai mis un petit peu de ce qui restait dans Home Depot, qui fait partie de ces entreprises qui sont intéressantes en termes d'appréciation du capital. Mais c'est une entreprise qui a également un dividende qui augmente très fortement. C'est un dividende qui a assez régulièrement des augmentations de 2 chiffres par an. Donc c'est super. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous donne quelques points de comparaison. En général, on associe les revenus passifs à l'immobilier en France, ce qui est une erreur parce que l'immobilier, c'est pas du tout quelque chose qui est passif. Et je pense que c'est beaucoup plus facile d'atteindre des revenus passifs intéressants quand on en passe par la bourse, mais il y a cette barrière de la bourse, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le loto, il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur, il y a beaucoup de gens qui écoutent trop ce qu'on entend dans les journaux, il y a beaucoup de gens qui ont été éloignés de la finance parce que les dealers d'opinion, les petits idéologues adorent dire que la finance c'est le mal. Bah non, la finance c'est... Alors oui, enfin, il y a une part de vrai dans ce qu'il dit. Maintenant, enfin, c'est toujours pareil, quoi. Que valait l'immobilier en France en 2 minutes quand tout s'est cassé la gueule? Que valaient les actions? Quelques années plus tard, est-ce que l'immobilier a pris de la valeur? Alors, tu me diras la bourse aussi, mais qui s'est le plus cassé la gueule? C'est pas l'immobilier. Enfin. C'est probablement le moyen le plus démocratique de s'enrichir. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Alors, là, pour faire court, on arrive sur la fin de la vidéo. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ce qui me dérange beaucoup sur ce genre de vidéos, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça, qui se font leur propre avis. Alors que l'avis de base, il n'est pas valable en fait. Victor, si tu m'écoutes, je pense que tu n'as jamais fait d'immobilier, que tu bases ton avis sur peut-être des on-dit, sur des choses. C'est comme les gens qui te disent ne faites jamais d'immobilier parce que les locataires ne payent pas leur loyer. Alors non, statistiquement, c'est 2% des personnes qui ne payent pas leur loyer. Ça veut dire que quand tu mets un locataire en place, tu as 98% de chances qu'il paye son loyer. Donc non, les gens payent leur loyer. Tu as une minorité qui ne le font pas, c'est vrai, mais des emmerdes, tu en as partout. Et tu en as aussi en bourse. Maintenant, ça, c'est quelque chose qu'il faut. Ce que je veux dire maintenant, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. L'immobilier et la bourse sont des investissements qui sont complètement différents.
pour en avoir parlé avec un économiste très connu, donc Olivier Delamarche pour ne pas le citer. Donc lui, il gère un family office, donc voilà, il sait vraiment de quoi il parle, c'est un ancien trader. Les gens qui investissent en bourse sont des gens qui ont déjà de l'argent, qui ont déjà du capital. Donc, ils ne se posent pas la question, ils n'ont pas la problématique de 1 000 € de rente par mois. Ils ont d'autres problématiques. Ce sont des personnes qui ont généralement beaucoup de travail, qui ont des grosses liquidités, qui ne savent pas où les placer. Et effectivement, vu que la bourse monte très bien depuis des années, ça valorise le capital, ça peut effectivement avoir une rente. Et ça, un truc qui est super important par rapport à l'immobilier, c'est que la bourse, c'est liquide. C'est-à-dire que tu appuies sur un bouton et tu as ton capital. La plupart du temps, en tout cas statistiquement ces dernières années, si tu appuies sur le bouton, tu sortais avec du capital en plus-value. Voilà. Mais encore une fois, l'immobilier comme la bourse, c'est un métier. Les gens qui investissent en bourse et qui ont des fortunes colossales s'amusent pas forcément. Je m'aventurerai pas à être très strict là-dessus, mais les grosses fortunes en général, je pense qu'elles bossent avec des family office ou des gens qui s'y connaissent, dont c'est le métier, des analystes, des investisseurs qui font que ça toute la journée. Écoute, la vidéo est terminée là. Alors, pour conclure sur cette vidéo, moi j'ai pas de solution magique. Faut bien voir que quand tu veux gagner de l'argent, il va falloir entreprendre, que ce soit investir en bourse ou investir en immobilier. Et de toute manière, c'est une constante. S'il te plaît, regarde où tu mets tes billes. Je suis d'accord que mettre 200 balles, c'est pas la même chose que mettre 2000 balles. Moi personnellement, ça m'est arrivé, je regarde même pas les actions. Le jour où je mets 20 000 balles, je regardais déjà un petit peu plus précisément. Et le jour où je mets 200 000 balles, j'aurai de l'immobilier. Et à mon avis, j'aurai plusieurs sociétés. Parce que les sociétés, j'aurai du contrôle dessus. L'immobilier, si, j'aurai du contrôle dessus. Les actions, j'ai pas de contrôle. Le seul contrôle que je peux avoir, c'est la sélection, le stock picking, l'analyse. Et pour faire l'analyse, c'est toujours pareil. Il faut plonger dans les comptes de la société, les bilans, les comptes de résultats. Il faut t'intéresser au marché, les concurrents. Il y a toute une étude à faire et ça demande du temps, mon ami. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, enfin, comme d'hab, le truc habituel. Je te laisse 2 autres vidéos aussi que tu peux regarder si ça t'intéresse. Et je te dis à ciao!